Je vous convie à un grand voyage gastronomique à travers nos lacs et nos rivières, nos plaines et nos montagnes, nos champs et nos forêts. C'est un rendez-vous avec notre terroir. Suivez-moi, on part à la découverte de la zone boréale. Depuis que le monde est monde, l'alcool a fait partie de notre vie. Faut se l'avouer, ça fait du bien d'avoir un peu d'aide pour décompresser. Il y a même eu des époques où on avait besoin carrément d'oublier. Heureusement, aujourd'hui, les produits alcoolisés ne sont plus seulement consommés pour leur effet, mais on les consomme pour leur goût. Et en matière d'alcool, il est facile de boire local. Le choix est grand et la qualité exceptionnelle. Je suis donc partie à la rencontre d'artisans locaux. Est-ce que l'endroit où sont tes vignes change le goût? Oui. Joues-tu avec ça? Oui, aussi. Oui? On joue avec les assemblages, avec les variétés elles-mêmes. OK. On joue avec les variétés aussi qui vont pousser sur des terres différentes, avec le sol qui est différent au niveau de l'argile. Puis on finit avec la terre noire en arrière. J'ai vraiment toutes les strates de sol entre les deux. Fait que ça apporte quelque chose de supplémentaire au goût. Combien de sortes différentes de... On a 8 variétés. 8 variétés de beaucoup? raisins. Oui, quand même, quand même. Est-ce Puis qu'ils sont produits tous aussi aussi performants? rustiques. Oui, quand même. Oui. Il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins, mais on essaye de jouer avec ça, justement. Mais regarde, là-dessus, on commence déjà à voir apparaître les raisins. Les grappes de raisins sont là. Regarde. Hein? Toutes les grappes de raisins qui vont être là cet été. Audace et innovation se rencontrent au domaine Le Cajot Vignoble depuis 1980. Ce pionnier de la production des vins et d'alcool artisanaux à base de petits fruits offre dans un paysage bucolique des activités agrotouristiques. Le domaine Le Cajot existe depuis 1977. Fait que ça fait plus de 40 ans. Mon père, lui, il ne voyait pas de cette manière-là le domaine évoluer lorsqu'il a fait l'achat en 1977. C'est quoi son rêve? Comment qu'il le voyait? Il le voyait comme un projet de retraite. Il était quand même très loin de sa Ouais. retraite, là, mais c'est un projet à long terme. OK. Puis de base, ça a parti qu'un jardin de framboises puis de fraises. Ma mère cultivait ici. On a encore les 3 rangées de framboises qui étaient son jardin. Et là, les gens arrêtaient ici, achetaient. En fait, ils se demandaient si on vendait de la framboise et des fraises. Puis là, ma mère a dit, bon, je pourrais vous en vendre un petit casseau, des choses comme ça. Puis on est en train de se bâtir une clientèle. Fait qu'on a continué, on a agrandi la framboisière, qui aujourd'hui a 18 000 plants en terre. On a déjà eu 16 variétés ici. OK. Maintenant, on en a seulement 2. Donc, on a gardé les 2 plus rustiques, Ouais. mais celle aussi qui se rapprochait le plus de la framboise sauvage. Donc, quand on arrive à travailler des produits à base de framboise, bien, on va chercher un petit côté supplémentaire, là, intéressant. Et lorsque mon père a eu sa retraite de l'enseignement en 2000, c'est là que le domaine a pris vraiment une ampleur, comme il est là un peu en ce moment, au niveau un volet alcool, un volet agroalimentaire. Donc, toujours au travail à base de nos fruits. La framboise, le bleuet, le cassis, même la rhubarbe là, qu'on fait au niveau des confitures. Puis on travaille avec le raisin là, qui, lui, est venu par la bande. Donc, tu sais, on n'a pas mis de charrue devant les bœufs. On a vraiment fait une chose à la fois. On a grossi, puis on a encore des beaux projets en ce moment. Là. Raconte-moi l'histoire de cette vigne-là, la Saint-André. En fait, le raisin Saint-André, c'est une dame qui nous a apporté une branche ici, un bon matin, il y a à peu près une vingtaine d'années. Elle savait pas c'était quoi, entre guillemets. Là. Elle savait que c'était du raisin, mais ça s'arrêtait là. Donc, il a vraiment fallu pousser les recherches. Nous, on a planté ça ici, on savait pas si c'était un raisin de terre, on savait pas si c'était un raisin pour faire du vin. Le plan, selon les recherches, selon les questionnements qu'on avait fait avec la dame, il était centenaire. On lui a pas donné beaucoup plus d'énergie, plus de chance que les autres. On a laissé aller la nature. Quelques années plus tard, on voit apparaître des grappes de raisin, il est bleu. On pousse encore nos recherches à savoir si encore une fois c'est un raisin faire du vin ou c'est un raisin de terre. Et on doit pousser jusqu'aux analyses en laboratoire, les tests d'ADN avec les spécialistes de l'Université du Minnesota. Ça a été long, ça a pris pas loin d'une dizaine d'années avant qu'on se rende compte que ce plan de vigne-là avait
ça ressemblait à rien de ce qui existait ici au Québec, même En au quoi? Canada. Avec la saveur? Avec Surtout les points de vue, au niveau de sa rusticité aussi, donc qui est très, très, très rustique. Peu importe le genre de printemps qu'on va avoir, peu importe l'automne qui s'en vient, peu importe l'été qui pleut, il va aller chercher son énergie, son soleil, toute sa chaleur qu'il a besoin pour arriver à maturité, pour qu'on soit capable de faire les vendanges à mi-octobre, comme les autres variétés. Puis l'hiver ici, moi, je renchose pas, donc je mets pas de terre, pas de paille, pas de neige. C'est au grand vent, puis il résiste à tout ça. Là. Puis quand c'est rentré dans votre vie, cette vigne-là, ce raisin-là, vous en étiez où dans vos projets par rapport au vin? Par rapport au vin, on était encore expérimental. Donc, on avait à peu près 1000 plants de vignes. On faisait des expériences, des tests avec 25-30 variétés. Parce que c'est beau vouloir faire de la vigne au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on ne veut pas faire les vendanges une fois aux 10 ans quand il fait beau. Hein. Ouais. On veut les faire à chaque année. Fait qu'il fallait vraiment se doter, trouver les bons cépages qui allaient résister à nos froids, à nos gels printaniers, à nos gels automnales. C'est ça qui était vraiment notre gros cheval de bataille pour dire, OK, il faut trouver vraiment les bonnes variétés, on n'a pas le droit à l'erreur. Puis qu'est-ce qu'on voit ici autour de nous par rapport à la grandeur de ce que vous avez comme vigne? C'est quoi comme proportion environ? Ce qui est autour, c'est à peu près 500-600 plants. On a à peu près entre 8 et 9 000 plants de vignes là, productifs en ce moment. Puis qu'est-ce que ça permet de produire ce nombre de vignes-là en termes de quantité? Cette année, en 2017-2018, on va sortir environ 9 à 10 000 bouteilles. On s'attend, nous autres, à plafonner ici à peu près 15 000. Qu'est-ce qu'on produit ici, Pierre-Philippe? Ici, on est présentement dans la cuverie avec l'ensemble de tout ce qu'on a en alcool. Donc, on va produire notre vin blanc, notre vin rouge, notre apéro bleuet, l'apéro framboise bleuet, notre digestif framboise cassis et ainsi que notre vin mousseux de bleuet. Au niveau de la méthode de fabrication, comment on arrive avec tout ça ici, dépendamment du produit. Donc, si c'est le vin blanc, le vin rouge, bien, il va y avoir, on fait les vendanges, ça va de soi. Ouais. Ensuite, on va faire un fouloir égrappoir, donc on va enlever les rafles. Donc, ça, on n'a pas besoin de ça, c'est comme le bois. On garde juste le fruit. On garde juste le fruit. C'est comme une machine, les graves sortent d'un bord, puis le fruit sort de l'autre. C'est super intéressant. Après ça, on envoie ça dans la cuve, on décolle déjà la première fermentation, qui se trouve être une fermentation alcoolique. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Ensuite, il va y avoir beaucoup de macération aussi, pour vraiment aller chercher la texture, le corps, le gras qu'on veut avoir éventuellement dans le vin. On peut avoir un pressage aussi, dépendamment d'où on est rendu dans les étapes. Puis il va y avoir une deuxième fermentation aussi, qui va être une fermentation qu'on appelle malolactique à ce moment-là, transférer les acidités. Et après ça, il y a un vieillissement. Dans mon rouge, on vieillit 2 ans. Ensuite, dans le blanc, c'est à peu près 14 à 16 mois avant qu'on puisse avoir un produit fini. Tandis que dans mes alcools de fruits, bleu de roi, franc bleu, on va parler, il y a de la fermentation également là-dedans. Donc, c'est pas des mystères. Donc, il y a vraiment une fermentation de base. Et il va y avoir un vieillissement à peu près d'un 8 à 10 mois pour qu'au bout de 12 mois, on soit capable de vendre un produit. Tandis que dans mon digestif, Parambadia, qui est framboise cassis, lui a 23 d'alcool, c'est vraiment une liqueur. Donc, il y a une mini-fermentation. C'est muté avec de l'alcool, les fruits sont macérés à l'intérieur, donc on appelle ça la méthode Licoris internationale. Et ensuite, il y a un pressage, un vieillissement à peu près d'un 12 à 18 mois pour avoir un produit au bout de 24 mois. Puis on a le vin mousseux de bleuet qui, lui, on le fabrique de ce qu'on appelle une méthode en cuve close. Donc c'est très semblable à une méthode champenoise. Donc au lieu d'avoir 1000 bouteilles à tourner, à coucher, on va la faire en cuve à ce moment-là. C'est la cuve qui va remplacer ces milliers de bouteilles-là. Au niveau de la qualité, c'est vraiment très semblable, vraiment très, très bon aussi. Puis on est obligé d'utiliser des méthodes qui sont reconnues. Donc on ne peut pas se mettre à inventer des choses, à moins de le faire approuver par la suite. Là. Mais c'est dans les 2 plus grandes méthodes mondiales là, pour faire du vin mousseux. Puis est-ce que toutes les étapes se font ici, à part bien sûr la séparation du fruit? Oui, exact. Oui, tout se fait ici, autant du vieillissement, de la fermentation au vieillissement jusqu'à l'embouteillage. Est-ce que ça veut dire qu'il y a du travail 12 mois par année dans les cuves ici? Oui, effectivement. Donc, au niveau du vin blanc, du vin rouge, on vendange, on sort, on produit, on vieillit, tout se fait tout de suite. Au niveau de la framboise et du bleuet, on va les faire congeler donc, dans une chambre de congélation avec un degré artificiel pour un peu se rappeler un peu les vins de glace à ce moment-là. OK. Puis, c'est ça. Donc, on travaille avec une matière première congelée qui fait qu'on est capable de produire 12 mois par année à ce moment-là. Oui. C'était un gros défi de faire de la transformation de vin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un énorme défi. De base, le monde vinicole, c'est difficile. Il faut avoir de la folie dans tout ça. Oui, c'est de la passion, mais si tu n'as pas de folie qui va avec, ça fonctionnera plus ou moins.
Moi, je fais 120, 130 heures semaine ici. C'est comme... Je dors pratiquement 2 rangées de vie l'été, puis l'hiver, je dors dans une salle. Mais tu sais, c'est l'idée un peu qu'on ne compte pas notre temps. La production de vin québécois a augmenté de 75 % en 3 ans et devrait quintupler d'ici 10 ans. La libéralisation récente de la vente d'alcool du terroir permettant aux vignerons de vendre leurs produits ailleurs qu'en SAQ donne un bon coup de main à l'industrie. Le domaine vinicole au Québec se développe énormément. On fait des petits bijoux vraiment super intéressants. Puis quand les gens me disent au Québec, c'est pas super, non, il faut leur dire qu'au Québec, on est jeune, il y a des entreprises qui travaillent très fort, on fait des belles choses. J'ai gagné des très, très grosses médailles, qu'il y a des gens de l'Alsace qui gagnaient depuis de nombreuses années, puis c'est moi qui les ai battus. J'ai gagné meilleur vin blanc au Canada, deuxième blanc, deuxième rouge au monde. Puis ça, c'est à part toutes les médailles que j'ai gagnées avec mes alcools de fruits depuis 18 ans. Je pense qu'on fait quelque chose de le fun au Québec, puis il faut être fier. Puis en Europe, bien, il se fait de la piquette aussi. Fait que ça se peut qu'au Québec, il y ait des gens qui aient plus de difficultés, mais c'est des gens qui ont une passion, c'est des gens qui travaillent fort. Donc, il ne faut pas oublier ça dans notre esprit. Dès son arrivée sur les tablettes de la SAQ, le gin Kilomètre 12 a connu un succès fulgurant. En quelques heures à peine, l'inventaire de certaines succursales était épuisé. Inspiré de la nature, ce gin boréal goûte réellement la forêt. Kilomètre 12 fait référence au kilomètre 12 du chemin des Monts-Valin, endroit où une eau pure et de sources naturelles s'écoule. Derrière ce produit, la famille Bouchard. Comment t'expliques la popularité du produit puis de l'entreprise? Es-tu capable, tu réalises-tu, puis es-tu capable de te l'expliquer? Bien, écoute, des fois, on touche du bois parce que c'était un peu fou qu'est-ce qui se passe avec le projet. Bien, tu sais, on est parti dans le sous-sol chez mon frère, on est allé étape par étape, puis c'est comme si les gens s'étaient appropriés le kilomètre 12. C'est comme si c'était le gin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis les gens en étaient vraiment fiers. C'est drôle parce que ça a eu des échos un peu partout au Québec, finalement. Hey, qu'est-ce qui se passe au Saguenay avec ce produit-là? On a bâti notre relation avec la SAQ un peu là-dessus. C'est vraiment le fun. Mais tu as fait des placements qui ont été bien réfléchis aussi. Puis pour toi, l'image de marque, dès le départ, c'était le secret de la réussite aussi. Oui, absolument. En fait, là, on est dans une industrie où le contenant est presque aussi important que le contenu. T'sais? Donc, si l'image, si l'histoire va chercher les gens, puis ensuite, une fois qu'ils dégustent le produit, bien là, ils sont conquis. Fait que c'est la plus belle manière de partager l'histoire. Parle-moi-en du produit. Comment c'est arrivé dans ta vie? C'est arrivé un peu par hasard. Moi, j'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneuriale. C'est un projet que je partage avec mon grand frère et mon père. Puis mon frère, Benoît, il est chimiste. Puis un soir, j'étais chez lui, je tombe sur une vieille boîte d'équipement de chimie du secondaire. Puis là, je lui dis comme ça, « Hey, on se fait du gin! » C'était notre boisson de prédilection. Puis on commence à faire nos devoirs et tout ça. Mon père arrive avec le vieil alambic de notre arrière-grand-père. Aïe, aïe. Comme si la ligne s'était tracée sous nos pas. Puis là, on en a fait un projet d'affaires. On est partis tous les trois à Kelowna, en Colombie-Britannique, pour suivre une formation, vraiment pour maîtriser tout l'art de la distillation, mais aussi comment gérer une distillerie de A à Z. Puis ensuite, on a dit, OK, on le fait. Combien de temps entre ce moment-là de magie où toutes les étoiles se placent, puis au moment où on est à la SAQ sur les tablettes? On parle de presque 3 ans. C'est long quand même. Hein? Oui, à partir du moment où on a commencé à s'amuser dans cet univers-là, le voyage à Kelowna, l'incorporation de l'entreprise, le développement du produit, aller chercher les permis, tout ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Mais ensuite, tu cognes à la SAQ, c'est un monopole, c'est la vente sur la vente d'alcool. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas des méchants. Fait que là, tu sais, des bonnes rencontres, ils nous guident à savoir, OK, quelle approche on devrait avoir pour pouvoir faire une belle expérience aux clients. Puis, écoute, le 17 août 2017, on lançait en grande première dans la région notre produit. Puis, on s'en fait parler encore. Parce que c'est à peu près 1500 bouteilles de gin qui ont été vendues en quelques heures. C'était du jamais vu. Est-ce que ça sort encore ou il y a un ralentissement? Et ça sort encore. Oui. Oui, parce que les gens ont adopté le produit, donc il y a un certain repeat. Puis, même à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ça qui est le fun. Puis, on fait des démarches présentement pour aller à l'international, puis faire vivre cette expérience de la forêt boréale un peu partout dans le monde. Comment qu'on fait le gin? Pour le kilomètre 12, la manière qu'on a procédé, c'est qu'on va faire une macération.
Donc, il y a un travail qui a été fait préalablement à sélectionner des épices typiques de la forêt boréale de chez nous. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une macération dans un alcool de grain neutre qu'on va ensuite redistiller. À la fin d'une journée de distillation, là, le taux d'alcool est très, très élevé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'eau de source du kilomètre 12 pour venir diluer notre alcool et la ramener à 40 %. Donc, c'est presque aussi simple que ça. Puis, quel outil tu as besoin pour être capable de faire ces différents processus-là? L'outil magique de la distillation, c'est ce qu'on appelle un alambic. Est-ce que l'alambic est utilisé dans l'ensemble des alcools qui sont produits? Quand on va parler d'un alcool qui est distillé, par exemple la vodka, le whisky, le gin, c'est l'équipement de prédilection pour la fabrication d'alcool. Puis où on achète ça, un alambic? L'industrie des spiritueux, même si c'est une très, très vieille industrie, est très jeune au Québec. Hein? On est vraiment en train de faire peau neuve. Donc, c'est des équipements qu'on va s'approvisionner à l'extérieur, donc aux États-Unis, en Europe. Pour nous, nos équipements ils viennent du Colorado, par exemple. Donc, c'est des équipements qui sont fabriqués, qui nous permettent de faire la fabrication des spiritueux. Puis, il y a différents types d'alambics également, tout dépendamment de ce que tu veux faire comme spiritueux. Puis, est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a eu un moment donné où il y avait une interdiction autour de ça, autour des alambics, puis autour de... Bien, tu ne te trompes pas. En fait, c'est interdit de faire la distillation à la maison. C'est un processus... Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui, exactement. C'est un processus chimique. Il y a un certain danger. On est avec des vapeurs d'alcool qui sont très élevées. Donc, il ne faut pas s'aventurer là-dedans comme ça à l'aveugle. Combien t'en as d'alambics ici? On a 2 petits alambics. Puis, mon père a un antécédent dans la grande industrie. Donc, on a des petits équipements, mais qui vont fonctionner beaucoup. Tu me montres ça? Oui, allons-y. Donc ici, on est dans la salle de distillation. C'est vraiment là que la magie opère. Ouais. Donc ce qu'on va commencer, c'est une macération, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc le mélange des épices boréales qu'on a sélectionnées vont baigner dans l'alcool pendant plusieurs jours. Donc l'alcool va se gorger de tous les arômes finalement des plantes, un peu comme une tisane finalement. On va prendre ce mélange-là au bout du processus de macération. Qui dure à peu près combien de temps? Ça va dépendre. OK. Ouais. On va parler de... C'est quand même plusieurs jours. Okay. Pas entrer trop dans les secrets de la recette. Mais pour pas tomber non plus dans l'amertume, hein, si ça resterait trop longtemps, par exemple, donc il y aurait de l'amertume qui se développerait. Okay. Donc, une fois le processus de macération terminé, donc, on va prendre les mélanges et on va les transférer dans les alambics. Donc, le principe de l'alambic, c'est qu'on va faire chauffer notre mélange et par réaction chimique, c'est l'alcool qui va s'évaporer en premier. Donc, les vapeurs d'alcool passent à travers la colonne de distillation. Ensuite, on passe dans le condensateur. Donc, le condensateur est très froid. C'est là que le processus de condensation se produit. Donc, retour à l'état liquide de l'alcool et ensuite, on coule ici puis on récolte. Tu sais, comme là, en ce moment, on est à presque 83 % d'alcool. On peut goûter si tu veux, là. Puis c'est très intense en arôme, en alcool. Oui, vraiment. Puis là, on va chercher vraiment tout l'amour que les plantes ont à donner. Là, est-ce qu'on a du kilomètre 12 fait? Pas encore tout à fait. Donc ici, on va faire 2 distillations séparées. Donc nous, on appelle notre kilomètre 12, c'est le mélange des épices boréales. Et ensuite, on va faire une distillation de genévrier. Donc le genévrier, là, gars, il est juste ici. Donc le même principe, on va faire une macération de genévrier. On distille notre kilomètre 12, on distille notre genévrier. Ensuite, on va faire un assemblage des 2 distillations. En moyenne, à la fin d'une journée, on va être aux alentours de 78 %. Et ensuite, on prend l'eau du kilomètre 12 pour ramener à 40 %. De quoi tu es le plus fier? Moi, je suis fier de beaucoup de choses, mais de dire qu'on est parti de rien, puis qu'on a fait ça en équipe, en famille, pour en arriver là, c'est ce qui me rend le plus fier. C'est vraiment de la création de richesse pour moi, c'est ça. Travailler avec des gens d'ici, travailler avec la richesse de chez nous, puis la faire rayonner à l'extérieur. S'il y a un produit qu'on fait bien dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est bien la bière. Mais quels sont les processus de production et comment fait-on pour en changer les saveurs? C'est ce que m'a expliqué Vlad, directeur général de la microbrasserie et pizzeria Opéra.
Ça fait combien d'années que tu es dans la bière, Vlad? Ça va faire une dizaine d'années maintenant. Bien avant l'opéra, en fait, j'avais déjà commencé à travailler un petit peu dans les microbrasseries. Comment c'est rentré dans ta vie? C'est par passion, par découverte. Il y a ce côté de j'étais aux études, j'ai commencé à découvrir des produits au Québec parce que j'avais des bons amis qui tripaient sur la bière de microbrasserie. Puis moi, je viens de Bretagne. C'est un petit coin de la France où l'alcool est pas mal roi. Puis à l'époque, on boit qu'importe le goût pourvu qu'on ait l'ivresse. Puis c'est vraiment en arrivant au Québec, en découvrant les produits de microbrasserie québécoises, que mon palais a fait « OK, il se passe plus que ce que j'ai l'habitude de connaître avec la bière de microbrasserie ». Donc après, il y a eu tout l'enrobage de découvrir finalement les artisans, les producteurs, puis se rendre compte que c'est une petite famille. Puis il y a cette passion, cette volonté de partager aussi dans le milieu de la bière qui a fait que progressivement dans ma vie, j'ai commencé à switcher de je vais quitter mon ancien job, puis je vais m'orienter vers la micro. Puis tu vois, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis là et 4 ans à temps plein à l'opéra maintenant. Qu'est-ce que ça prend à la base pour faire de la bière? Ça prend 4 ingrédients. Beaucoup d'eau, parce qu'une bière, c'est de l'eau, un grand pourcentage, donc 95 % d'eau. Ensuite, ça te prend évidemment une céréale. La céréale, ça va être de l'orge qui va être maltée, céréale qui est très riche en amidon. On veut du sucre pour faire de l'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire malter? C'est une transformation. Le malt, c'est pas une céréale, c'est un résultat d'un processus de transformation de ta céréale. Malter, c'est prendre notre petit grain d'amidon et commencer à le faire germer. On veut qu'il germe pour que la céréale soit plus riche en amidon. Elle va se créer des réserves pour que la petite plante commence à grandir. Donc quand on fait notre processus de maltage, on commence par germer et on va assécher cette céréale. Donc en l'asséchant, on va pouvoir l'assécher à peine pour avoir un grain très pâle, pour faire les bières de couleur blonde. Puis plus tu vas le sécher, puis c'est un peu comme tout qui a du sucre. Tu sais, si tu le sèches un peu plus fort, ça va caraméliser. On va avoir un grain un peu plus foncé qui va apporter les notes caramel à la bière, qui va apporter cette couleur plus rouge, jusqu'à torréfier comme un grain de café. Et là, on va avoir un malt rôti qui va apporter le côté très grillé des bières noires, des stouts, des porteurs. Donc on a vraiment juste une céréale, mais la façon dont on va la transformer, on va changer le corps de la bière, on va changer tous ses arômes, en fait, tout le body, le contour de la bière. Le fameux houblon qu'on commence à trouver, en fait, ça pousse partout, le houblon. C'est pas tous les houblons qui vont être très bons. C'est un peu comme les raisins dans le jardin. Moi, j'ai du raisin dans mon jardin, mais est-ce que je vais faire un Bordeaux avec? Probablement pas, parce qu'il n'est pas très bon. Le houblon, c'est pareil, il va pousser en forêt, il va pousser, on en a sur le bord de l'opéra, en train de pousser, mais ce ne sera pas forcément un houblon qui va être très intéressant gustativement parlant. Donc le houblon, à l'origine, on le mettait pour conserver la bière. C'est un agent de conservation, c'est un antibactérien. Donc avant le houblon, on boit des cervoises ou des gruites, c'est Astérix Obélix. Boivent de la cervoise, c'est une bière sans houblon. Donc on met ce houblon pour conserver. En plus, il apporte de l'amertume, qui n'est pas négligeable, parce que c'est ça qui fait que la bière se boit très bien, qu'elle est digeste. Puis en plus, il y a un côté aromatique. Donc quand on crée notre bière, on a notre eau, on a nos céréales qu'on choisit selon la couleur qu'on veut de notre bière. Puis en plus, on peut jouer sur le houblon comme un cépage de raisin. Si on prend un houblon d'Australie, il va être un peu plus sur le fruit exotique. Si on prend un houblon américain, plus sur les agrumes. Donc chaque pays a un petit peu sa variété de houblon. Donc là, c'est encore un nouveau terrain de jeu, juste avec un des 4 ingrédients. Mais quand on fait de la bière, on commence par faire, en fait, ça prend de l'eau chaude. Ça prend de rajouter de l'eau chaude dans de céréales. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que notre petit grain là d'orge, qui est riche en amidon, l'amidon, lui, ça se fermente assez mal. C'est une chaîne de sucre très complexe, mais la nature est bien faite. Quand tu mets de l'eau chaude, ça casse cette chaîne, puis ça devient des petites chaînes de sucre simple. Donc on a mis notre eau, on a mis nos céréales. Là, on va récupérer le mou, qui est vraiment un jus de céréales sucré, qui goûte pas mal le gruau chaud. C'est pas super intéressant au niveau gustatif. Après, on va le faire bouillir, parce qu'on veut stériliser. Nos céréales, elles arrivent comme elles arrivent. Donc en faisant bouillir, on stérilise. Puis qui dit faire bouillir, dit on peut faire comme la cuisine et mettre ce qu'on veut dedans. Si tu veux mettre justement des carapaces de crabe, tu peux les mettre parce que ça bouffe. Si tu veux mettre une planche de skateboard, ça bouffe. Tout ce que tu vas rajouter à ce processus d'ébullition, tu vas stériliser, puis tu vas apporter les arômes. C'est là que tu vas mettre ton houblon aussi. C'est là que tu peux mettre en fait ce que tu veux, du poivre, de la coriandre, un peu tout. Après, tu refroidis, tu mets ta levure. La levure, elle prend le sucre, elle le transforme en alcool. Tu as une bière. La bière, c'est plus de 6000 ans d'histoire. Puis la bière, veut pas, ça reste un des alcools qui est les plus faciles à fabriquer. C'est pour ça qu'on a toujours fait de la bière bien avant de faire du vin, parce que le vin, ça te prend un vignoble, ça te prend ci, ça te prend ça. Mais la bière, c'est vraiment né juste des sédentarisations des tribus nomades qui sont mis à faire pousser des céréales. Puis avec ces céréales, sont mis à faire de la bière qui fermentait naturellement.
Puis depuis l'histoire de la bière, on a toujours mis des affaires dans la bière. Maintenant, on commence à moins en mettre, on veut être plus puriste. Mais jadis, quand les bières fermentaient naturellement, il y avait des petites bibites qui pouvaient inoculer, puis faire que la bière n'était pas toujours bonne. OK. Donc on pouvait mettre tout ce qu'on voulait pour adoucir, du miel, du raisin de muscat, des épices. Donc il y a toujours eu cette créativité. Donc on a un terrain qui a juste aucune limite. Nous, on l'a fait avec du café, avec des fruits, avec des planches de skateboard, du crabe, du homard. C'est là que tu peux vraiment t'exprimer exactement comme si tu construis un plat de cuisine. Est-ce qu'on est capable de dire déjà qu'on a un type de bière québécoise? Là, on commence à travailler maintenant depuis l'année dernière. Les lois sont autorisées pour des fermentations spontanées. C'est-à-dire qu'on fait des bières sans ajout de levure, c'est la nature qui va faire le reste. Donc un peu comme en Belgique. Donc il y a des brasseries, particulièrement Pic Caribou en Gaspésie, qui s'est mis à faire des bières avec les levures qui se développent autour de sa brasserie. Il isole, donc on commence à avoir des souches vraiment de levures qui sont québécoises. Puis c'est ça qui va faire, je pense, qu'on va avoir de la bière québécoise. Parce qu'une levure, oui, ça fait de l'alcool, mais ça fait aussi des esters. Donc c'est un nez épicé. C'est vraiment les arômes que tu retrouves en plus dans ta bière. Puis avec cette levure qui est 100% québécoise, on va peut-être commencer à toucher quelque chose. Donc après, on pourra ajouter évidemment les ingrédients qui poussent, les ingrédients locaux. Puis je pense que là, on va l'avoir notre bière québécoise. On est gâtés en production de produits alcoolisés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on profite d'une offre diversifiée et à l'année. C'est plus vrai qu'il faut être fou pour planter de la vigne au Québec. La qualité des vins a considérablement augmenté depuis les dernières années. Par contre, il faut arrêter de vouloir que nos vignerons produisent des vins français. On voit aussi une belle offre de sirop à cocktail apparaître. Les combinaisons sont infinies. Le terroir laisse ses traces dans le produit et la bière en est un bel exemple. C'est beau de voir les amateurs de bière de microbrasserie qui embarquent dans le mouvement et donnent une bonne raison aux brasseurs de s'éclater dans leurs recettes. J'ai juste envie de lever mon verre à notre terroir, nos brasseurs, nos vignerons, nos distillateurs et de leur souhaiter une belle et longue vie.